round qui sera donc animé par Madame Kenza Alaoui, directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci de bien vouloir applaudir notre première intervenante. Merci également d'accueillir avec moi Monsieur Abdelhakim Abdelmoumen, président de l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Merci également de recevoir avec moi Madame Zakia Skrat, présidente, directrice générale de Podroux. Madame Skrat, encore une fois honorée de vous recevoir sur cette scène. Merci de bien vouloir applaudir Madame Zakia Skrat, PDG de Podroux. Allez-y, Madame, allez-y. Merci également de recevoir avec moi Monsieur Karim Cheikh, président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, le GIMAS, il est là avec nous. J'invite également Madame Chaibia Belbzioui Alaoui, vice-présidente générale CGM Tanger Tétouan Al-Husseima et présidente AFEM Tanger Tétouan Al-Husseima, ainsi que PDG de BCWS Industrie. Madame Alaoui, est-ce que vous êtes là? Ah, l'autre Madame Alaoui. J'invite aussi Monsieur Abdeslam Helwani, vice-président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Merci également d'être avec nous aujourd'hui pour débattre ensemble. Et Monsieur Ismaël Aklaï, président de l'Association des sidérurgistes du Maroc et directeur général de la Sonacide. Bonjour. J'appelle encore une fois Monsieur Hakim Abdelmoumen, qui est président de l'AMICA, l'industrie automobile. Allez-y. Et on va commencer donc pour parler de souveraineté industrielle avec ce topo qui nous sera fait par Madame Kenza Alaoui, directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors justement, on va vous remettre, Madame, derrière vous. Alors, on parle de souveraineté industrielle. Où nous en sommes, nous, justement, au Maroc? Merci, Siboukhari. Alors, tout d'abord, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Toutes mes félicitations aux organisateurs d'Industrie Maroc pour cet événement très bien réussi et pour le choix du thème. Un thème ô combien très important pour nous, cette thématique de la souveraineté. Qu'elle soit souveraineté industrielle, alimentaire ou sanitaire, et notre quotidien au sein du ministère de l'Industrie. Donc nous travaillons tous les jours avec nos partenaires publics et privés, avec nos fédérations, avec les industriels, pour aller justement en avant et pouvoir concrétiser les projets. Notre pays peut réussir sa souveraineté. On le voit, on l'a vu pendant la crise et on le voit encore aujourd'hui à travers tous les projets que nous recevons au sein du ministère. Comme l'a dit Monsieur le ministre ce matin, nous avons une task force souveraineté au sein du ministère de l'Industrie, qui est une task force faite avec un partenariat public-privé, un partenariat avec les autres ministères, avec les autres agences comme Maroc PME, comme Limanor, comme l'AMDI, et j'arrête de citer pour n'oublier personne. Nos partenaires du CRI, et j'arrête de citer. Comme ça, je ne fais pas d'erreur. Donc la task force, c'est quoi? La task force est une grande salle aujourd'hui au sein du ministère qui est en présentiel. Une salle qui regroupe plusieurs stations et qui est en lien avec tous les industriels, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons les projets et en fonction du projet, une équipe dédiée travaille tous les jours pour travailler sur la recevabilité du projet et l'orienter vers la station qui va accélérer justement la concrétisation du projet. Un projet industriel, quand il arrive, comme on le sait, il a besoin de ficeler son business plan, il a besoin d'aller voir les banques,
il a besoin d'un foncier, il a besoin de la formation, il a besoin de la certification. Et bien justement, cette task force permet à tous les industriels d'avoir un point focal unique dans chaque station pour accélérer ces projets. La task force regroupe aujourd'hui 981 projets, dont 906 projets recevables à date. C'est des projets, on va dire 70% ont déjà leur foncier. C'est des projets qui avancent parfaitement bien. Et pour aller plus loin, je souhaite juste indiquer justement que le Royaume peut réussir cette souveraineté. Comment? Le Royaume peut être la base industrielle la plus compétitive de la région. On a testé cela dans plusieurs métiers et on a réussi à voir justement ces réussites et ces concrétisations. Nous avons détecté les piliers pour réussir cette compétitivité. Il y en a 3, pas plus. 1, l'énergie. On sait tous que l'énergie est un facteur qui pèse sur la structure de coût des industriels. Cette énergie, nous l'avons décortiquée et nous avons détecté 2 éléments. L'énergie électrique, sur laquelle nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique. Donc l'énergie électrique passera justement à une énergie renouvelable et nous avons la chance dans notre pays d'avoir de l'énergie renouvelable suffisante et compétitive. Nous avons fait l'exercice et nous pouvons avoir des coûts très intéressants sur cette énergie renouvelable. Le deuxième élément, c'est le gaz. Le gaz, nous avons plusieurs industriels dans la salle qui ont besoin de ce gaz pour être, 1, décarboné et 2, compétitif. Nous travaillons sur cette partie-là. Et le troisième pilier, c'est l'intégration locale et la valorisation des ressources. Sans ces 2 éléments, nous ne pourrons pas avoir de la compétitivité. Et pour le faire, j'invite vraiment tous les industriels présents et ceux qui nous écoutent de faire confiance en notre pays, de travailler main dans la main tous ensemble, parce qu'on est capable de connecter les écosystèmes entre eux, on est capable, grâce à nos forces ensemble, de réunir tous les écosystèmes qui permettront d'investir plus et de continuer à investir et d'attirer des investissements. Je pense que c'est suffisant. Je vous souhaite un bon panel et franchement, ayez confiance en notre pays. Tous ensemble, on va y arriver pour la souveraineté. Merci, Madame Alaoui, pour votre topo et je pense que vous allez rester avec nous au niveau de la salle pour répondre à d'éventuelles questions. Justement, vous avez évoqué l'épineuse question de l'énergie. Je vais me tourner vers M. Ismail Aklei. C'est qu'aujourd'hui, on sait que votre secteur, la filière, est énergivore. La sidérurgie est vraiment énergivore et les énergies vertes sont une manne importante pour vous pour booster la compétitivité du secteur. Quel partage de prime abord faites-vous pour que vous puissiez justement faire là-dessus en termes de cette transition énergétique de votre secteur aujourd'hui dans cette quête pour gagner en compétitivité? Merci, merci de l'invitation, merci pour cette question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement la problématique énergétique est importante pour notre pays, mais Sonacid a été l'une des premières industries au Maroc à utiliser l'énergie éolienne. Et nous sommes actuellement à 85% d'énergie éolienne dans l'acier que nous produisons. Et nous avons comme objectif, nous avons commencé à construire une station photovoltaïque à Nador qui va nous permettre d'atteindre les 100% d'énergie électrique. Mais nous avons besoin du gaz. Madame Kenza a parlé du gaz. Le gaz est important pour nous pour remplacer en partie ou en grande partie le fioul qui pèse lourd dans notre business. Et ce qui est important et intéressant, c'est que nous autres Marocains, nous allons être les seuls à mettre sur le marché européen entre 2023 et 2026 un acier totalement décarboné. Parce que, comme vous le savez, la communauté européenne a retenu 5 produits, nomme l'acier. Et donc, nous sommes prêts en 2023 à être inscrits dans le processus. Et en 2026, Inch'Allah, nous pourrons rentrer sur le marché européen sans pouvoir payer cette fameuse taxe carbone. Merci à vous. Justement, je vais me tourner vers un autre secteur qui est loin de la sidérurgie, ou plutôt
il y a une complémentarité, c'est plutôt le secteur aéronautique, justement. Comment vous entreprenez ce virage vert avec ces enjeux de décarbonation, de réacteurs verts? Est-ce qu'aujourd'hui, notre plateforme industrielle aéronautique est prête à ce virage? Je vais encore vous donner. Merci beaucoup, Ismaël. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite féliciter l'équipe d'Industrie du Maroc pour l'organisation de cet événement. Et pour vous répondre à la question, nous, on a mis en place au sein du GIMAS une commission décarbonation. On a été même un peu plus loin parce que nous avons fait signer nos membres une lettre et un engagement moral pour décarboner. Mais on ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire. Avec l'export de l'aéronautique, la taxe carbone qui va être imposée va nous impacter fortement. Parce que vous savez, l'aéronautique, c'est 2 milliards de dollars, export 100%. Donc pour la partie européenne, on va être impacté. Donc cette commission de décarbonation de nos énergies, elle va être au niveau de nos sites industriels. Donc nous avons d'ailleurs lancé un appel d'offres pour faire de l'ingénierie, parce qu'on se doit déjà de voir quel est l'état aujourd'hui, quelle est notre empreinte carbone, quels sont les moyens d'assurer une efficacité énergétique de nos sites, et puis pour la suite avoir des plans d'action. Je sais que dans cet événement, il y a beaucoup d'opérateurs pour les énergies renouvelables. On a demandé depuis longtemps que nos sites industriels ou nos zones industrielles, on puisse avoir accès à la moyenne tension d'énergie verte, en plus de notre consommation d'énergie, qu'on aille vers des technologies de l'industrie 4.0 qui ne soient pas énergivores, de changer un peu notre façon de produire et aller vers des technologies qui consomment moins. Vous savez, on parle de souveraineté. Nous, on a un peu de mal avec ce mot parce que... Et cerner même la définition qui est exacte et adaptée au Maroc de ce terme de souveraineté. C'est, comme l'a dit Madame Hello de l'UNEDI, la souveraineté, ce n'est pas se fermer ou se protéger. Il faut évoluer dans son contexte. Moi, je préfère dire, l'aéronautique, vous savez, les avionneurs qu'on connaît, Airbus, Boeing, ne font que 30% de l'avion. Les 70% restants sont des chaînes de valeur qui sont ailleurs, dans le Maroc. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, parce que sinon je vais être taxé de président chauvin. Les gens d'Airbus, ils disent qu'il n'y a pas un seul Airbus qui vole sans qu'il y ait des pièces du Maroc. Donc à de clé 70%, je préfère augmenter ces parts de marché, avoir un taux d'intégration locale qui monte. Et à ce titre d'exemple, Mme Kenza El-Alaoui connaît bien les chiffres. En 2014, le taux d'intégration locale de l'aéronautique était de 17%. Aujourd'hui, on est à on avoisine les 40%. Il y a encore à faire. Donc au lieu de parler de souveraineté, je préfère parler d'augmentation du taux d'intégration locale, la création de l'emploi et de la valeur. En matière de création de la valeur, nous sommes en train de nous positionner sur le haut de gamme, parce qu'au niveau des métiers de production, la chaîne elle est connue et reconnue, mais on va travailler sur l'amont, c'est-à-dire l'ingénierie, et sur l'aval, qui est tout ce qui est maintenance et réparation, parce qu'au niveau de la flotte des avions, au niveau mondial, il y a des flottes qui vont sortir. Donc on travaille pour mettre en place un écosystème démantèlement, transformation, etc. Ceci va créer de la valeur, et nous avons dernièrement signé une convention avec le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une convention pour former 100 000 techniciens supérieurs et ingénieurs, avec une nuance très importante, c'est que le secteur privé sera impliqué dans les programmes de formation pour qu'on puisse avoir sourcé des profils qui sont opérationnels et qui peuvent donner la valeur ajoutée au niveau du secteur. Merci, c'est Karim. Je me tourne vers notre secteur, l'automobile. Monsieur Abdelmoumen, justement, vous avez parlé de taux d'intégration locale. Est-ce que vous pensez que c'est l'unique levier à privilégier l'intégration locale pour atteindre cette souveraineté? Et selon vous, quelles sont les stratégies
futures à mettre en place justement pour atteindre cet objectif? Surtout dans un secteur automobile qui est en train de changer. On parle de verdissement de l'automobile et ça se passe très vite. Mais sur le marché marocain, ça traîne un tout petit peu. Oui. Alors, en réalité, quand on prend tous les sujets que vous venez d'évoquer, imbriqués les uns dans les autres. Alors, au niveau du secteur automobile, nous avons des challenges à relever en ce moment, en même temps, qui arrivent. Alors, il y a une mutation technologique du produit d'abord, la voiture, qui est en train de devenir un objet d'une nouvelle mobilité, comme vous venez de dire, décarboné, propre, autonome, connecté. Donc, il y a un saut technologique à faire. Et en même temps, nous devons travailler, comme l'a rappelé Mme Kenzaaloui, sur nos facteurs de compétitivité. Pour qu'on devienne encore plus attractif demain, nous devons avoir une plateforme industrielle Maroc encore plus compétitive. Comment devenir plus compétitive? Eh bien, nous sommes obligés de continuer le processus d'intégration en profondeur. Nous sommes à peu près 65%. Le plan d'accélération industrielle a permis de faire un saut de 30 à 65%, ce qui est déjà extraordinaire. Néanmoins, on doit continuer vers les 80% et rendre cette intégration plus compétitive. Comment? En allant plus en amont. Nous avons besoin de localiser les matières premières. C'est une réalité et une nécessité. Et quand on fait ce processus, en réalité, on participe au projet de décarbonation globale. Et donc, nous avons aussi la décarbonation, comme l'a rappelé Sken Mchir. Nous sommes des secteurs exportateurs, disons à 99%. Donc la décarbonation, pour nous, n'est pas un choix, c'est une obligation. Mais quand on se penche sur ce sujet, ça devient une opportunité pour devenir plus compétitif. Alors quand on parle décarbonation, c'est tout un processus. Peut-être par abus de langage, les gens se trompent, ils pensent que la décarbonation, c'est surtout avoir du courant électrique vert. Tout à fait, oui. Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un processus pour calculer son empreinte carbone. Alors, il y a une première étape qui est d'abord de pouvoir s'approvisionner en électricité propre, issue de l'éolien ou du solaire. Alors, il y a une première étape des entreprises PME, une quinzaine, du secteur automobile. L'année dernière, nous les avons accompagnés et ils ont pu bénéficier d'un programme mis en place par Maroc PME, le ministère de l'Industrie, et ils ont pu mettre en place des panneaux solaires au niveau de leurs usines. Alors, il y a une combinaison de subventions à l'investissement, de soutien au financement, et l'entreprise n'a pas apporté plus de 15% en fonds propres. C'est en train d'être mis en place. Alors, il y a les entreprises de taille plus importante où le ministère de tutelle travaille pour que les entreprises puissent se connecter à une électricité propre. Comme vous le savez, il y a l'évolution de la loi 1309, donc nous attendons. Mais il y a toute une démarche au niveau de la décarbonation, travailler sur les transports, travailler sur les fournisseurs, sur les process industriels, les rendre aussi décarbonés. Et quand on fait de l'intégration locale, on évite de transporter des composants. Quand on importe des composants, d'abord, il faut s'assurer que le fournisseur est aussi décarboné. Tout à fait. Le transport, ça réduit l'empreinte carbone, donc on a intérêt à ce que le fournisseur soit à côté. Et quand il est à côté, ça nous rend plus compétitifs. Donc tout cela est un cercle vertueux. Et Dieu merci, tout cela fait partie de la démarche actuelle du plan d'accélération industrielle approfondi avec le ministère de tutelle. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un processus complètement intégré. Les sujets sont imbriqués les uns dans les autres. Et quand nous prenons ces défis, en réalité, ce sont des opportunités pour nous à mener. Voilà. Merci. Je me tourne vers vous, Madame Srat. Vous êtes leader continental dans un secteur de pointe, un secteur très compétitif. Justement, selon vous, quels sont les piliers à mettre en place ou à actionner justement pour cette souveraineté industrielle, et notamment dans des secteurs de pointe? Merci pour votre question. En fait, parler de la souveraineté, c'est quelque chose de très gros, je dirais. Tout à fait. La souveraineté, dans le sens étymologique du terme, on a entendu beaucoup de définitions ce matin.
La souveraineté, dans le sens étymologique, veut dire indépendance, veut dire autonomie. Est-ce que le Maroc peut prétendre aujourd'hui à être indépendant et avoir une souveraineté? Moi, je dirais que non. Le principal, c'est d'avoir une souveraineté maximale, c'est-à-dire une dépendance au minimum des instances internationales en matière de matières premières, d'énergie et de tous les intrants que nous utilisons dans notre industrie. Le Maroc est importateur net de matières premières et nous-mêmes, nous sommes importateurs nets de matières premières et nous continuerons à l'être parce que dans notre domaine, les produits que nous utilisons sont des produits qui sont fabriqués par des grands groupes. Ce sont des produits qui sont fabriqués par des entreprises qui sont extrêmement énergivores, bien que la nôtre ne le soit pas. Bien que la nôtre soit... Nos produits ont été créés en réalité pour leur côté écologique. Donc, en fait, aujourd'hui, la souveraineté pour nous, c'est de continuer à faire face, de continuer d'abord à avoir de l'approvisionnement, parce que par les temps qui courent, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes rentrés dans la crise pandémique avec une économie qui était déjà en souffrance, qui était déjà morose. Les entreprises, beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes, soit par décision personnelle, soit par orientation gouvernementale. En tout cas, pour notre part, nous avions pris la décision de ne pas arrêter de travailler du tout, bien que nous ne sommes pas une industrie de matières de première nécessité. C'est vrai que nous avons connu pendant les premiers mois une baisse de nos commandes, même une baisse importante, mais cela nous a permis, bien entendu, de faire de la recherche et développement, de faire de l'entretien, de faire un certain nombre de choses que nous ne pouvions pas faire en temps normal. Et donc, de pouvoir rebondir, puis en même temps, on ne pouvait pas imaginer de réduire nos employés à des salaires minimums. Tout à fait. Voilà, en les mettant à la porte. Donc, on avait le devoir donc, de la survie donc, de nos employés et de notre entreprise. De ce côté-là, nous avons donc continué. Parallèlement, justement, pour en revenir à la stratégie d'accroissement, les matières premières, pendant les années de pandémie, en tout cas pendant l'année 2000, avaient lourdement diminué. Et on était conscient qu'à la reprise, les matières premières allaient reprendre. Et en même temps, qu'il allait y avoir une baisse de disponibilité. De ce fait-là, on a pris, d'ailleurs la disponibilité au niveau transport était déjà lourde, même à partir de l'année 2000. Et donc nous avons pris l'initiative et la stratégie, la décision, donc d'acheter des matières premières au-delà de nos limites. C'est ce qui nous a permis, bien entendu, d'avoir donc la relance à la reprise au niveau de l'année 2000 et puis de couvrir l'année 2001 sans faire aucune augmentation de prix pour nos clients et de surfer justement sur ce facteur de compétitivité pour atteindre et nos clients habituels et d'autres marchés à l'extérieur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prétendre justement à cette politique parce que les matières premières sont devenues très rares, les matières premières sont devenues très chères, le transport est très cher, les hydrocarbures sont à un prix inacceptable. Le Maroc a pris la décision, notre gouvernement a pris la décision de donner des subventions pour les transporteurs. Et moi, je trouve que c'est une décision qui est absolument ridicule parce que, tout simplement, le pouvoir d'achat du consommateur final n'a pas augmenté. Et donc, tout le monde souffre de ce prix de transport. Nous savons tous que les hydrocarbures, les taxes sur les hydrocarbures représentent 50% du prix des hydrocarbures. Il aurait été beaucoup plus logique et serait encore plus logique
de prendre la décision d'abandonner au moins 50% ces taxes pour permettre d'avoir des prix normaux et de permettre à une économie de fonctionner normalement et de gagner justement sur la rentabilité de cette activité économique florissante. Pomper à la source, c'est suicidaire sur le plan industriel comme sur le plan social. Donc, réellement, moi je suis en désaccord total justement avec ce genre de décision et c'est dommage que le gouvernement n'interpelle pas les industriels pour prendre de telles décisions. Mais est-ce que vous pensez que le hedging aurait pu être une solution idoine justement pour ce genre de situation, notamment sur le marché des hydrocarbures? Écoutez, c'est la multitude d'obstacles qui font la décadence d'une entreprise, qui font la fermeture d'une entreprise. Et nous avons déjà un certain nombre d'entreprises qui ont fermé leurs portes. Et nous allons en avoir. Vous savez, moi je pars avec l'idée que d'ici le mois de juin, nous ne pourrons plus acheter de matières premières. Il y a des préférences de clientélisme dans les pays occidentaux et qui feront que nous n'aurons plus accès à la matière première. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre entreprise, nous nous sommes approvisionnés pour pouvoir fonctionner jusqu'au mois d'octobre 2022. Parce que nous savons que d'ici là, nous ne pourrons plus acheter de matières premières, quel que soit le prix. Je vais me tourner vers M. Alaoui et justement, je vais rebondir sur cette question. Justement, est-ce que vous pensez que cette surenchère des matières premières pourrait être un frein de cette souveraineté industrielle, notamment dans votre secteur? Quelles sont justement vos capacités? Est-ce que vous arrivez justement à justement répondre aux besoins du marché domestique marocain? En fait, merci pour la question. Je rejoins à 1000% ce que vient d'être dit par Madame Zakia Sqat. Nous sommes dans un secteur qui est les industries métalliques, métallurgiques, électriques et électroniques. Je vais vous donner un chiffre pour que je puisse effectivement confirmer ce que vient d'être dit. Le secteur, il fait à peu près 65 milliards. Dans les 65 milliards, vous avez à peu près la moitié, 30 milliards de matières premières. Donc effectivement, quand on parle de souveraineté industrielle, c'est pas la recherche de l'autarcie. Il faut absolument, effectivement, qu'on essaye de regarder quels sont les produits et les biens de services finaux qui sont importants à notre pays et d'essayer de travailler en fonction déjà pour qu'on puisse effectivement sécuriser ce genre de choses. La matière première, elle s'envole, mais d'une manière incroyable. Je vais vous donner un chiffre en août 2021. Donc l'acier a augmenté pratiquement de 184% pour passer à 1480 $. Qu'est-ce qu'il a fait au dernier trimestre de 2021? Une légère baisse pour qu'il puisse reprendre une montée. Et encore, je confirme, ce n'est pas uniquement la cherté, c'est la rareté. Aujourd'hui, vous prenez quelques entreprises du secteur comme la galvanisation. Il y a une société, la met les clés sur le paillasson, et une autre, elle est en train de rationaliser pour qu'effectivement les secteurs ne s'arrêtent pas. Donc aujourd'hui, c'est très bien. Moi, je dis que c'est un chantier important, un point nommé, c'est très très bien. Sauf qu'il faut absolument qu'on essaye de se dire, il faut qu'on essaie de travailler sur toute la chaîne de valeur pour qu'on puisse assurer la disponibilité de la matière première. Prenons par exemple l'acier. Aujourd'hui, il y a encore possibilité d'aller encore plus loin dans l'amont pour qu'on puisse effectivement agir au niveau de la disponibilité, au niveau du coût. Si aujourd'hui on travaille à partir de la ferraille ou à partir de la billette, il y a possibilité d'aller encore plus loin pour travailler à partir du minerai. Et bien évidemment, comme tout à l'heure a informé Madame Alaoui, effectivement la problématique du gaz, elle est très très importante pour qu'on puisse effectivement avoir une offre compétitive. Là encore une fois, cette problématique de matière, elle nous cause préjudice et c'est une problématique d'actualité. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui ne peuvent pas honorer des engagements. Est-ce qu'il faut un moratoire? J'allais y venir. Ce qui est vraiment important, c'est que cette problématique de cherté et de rareté,
Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un cas de fait réel, etc. Donc il faut absolument de l'indulgence, il faut que les pouvoirs publics essaient de comprendre la situation pour qu'on puisse faire un moratoire et permettre à ces gens-là de faire face à leurs engagements. Je vais me tourner vers vous, Madame Lalaoui. C'est que on a vu ce matin avec les interventions des messieurs les ministres, c'est quand on parle de souveraineté industrielle, on parle forcément du Made in Morocco aujourd'hui en tant que CGM, que patronat, et vous êtes la vice-présidente CGM Nord. Comment justement vous faites pour encourager les entrepreneurs de la région à produire localement et exporter davantage, notamment vers des marchés porteurs, comme notamment le grand marché africain, et profiter de la ZLECAf qui va ouvrir justement les barrières douanières? Merci pour votre question, mesdames et messieurs, bonjour. La souveraineté industrielle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on parle de souveraineté industrielle, on doit passer absolument par plusieurs souverainetés. La souveraineté industrielle, c'est entre autres. Je vais commencer par le marché, les exportations et le marché marocain dans le cadre particulièrement de l'accord ZLECAf. Cet accord va permettre justement aux entreprises marocaines et aux industriels marocains de se positionner sur un marché d'avenir qui n'est que le marché africain. Il va permettre également à ce que les entreprises marocaines et l'industrie marocaine soient sur un pied d'égalité avec les produits européens, sachant que jusqu'à maintenant, la majorité des produits marocains sont orientés vers les exportations marocaines sont orientées vers le marché européen. Cet accord, je vais me concentrer sur les exportations et particulièrement le marché africain. Cet accord également va permettre aux entreprises marocaines de bénéficier des accords de libre-échange et des accords tarifaires. Ça va permettre également de tisser et de consolider une réelle relation sud-sud. Pour la CGM, justement, on accompagne les entreprises dans le cadre de tout ce qu'on est en train de faire. Accompagnement des délégations, tisser des relations avec le patronat africain. Je me suis concentrée sur l'Afrique parce que l'Afrique, c'est le marché de l'avenir. Le monde est saturé, mais particulièrement le marché africain. Mais pas seulement la CGM, nous, on accompagne, on fait des campagnes de sensibilisation, des formations, de l'accompagnement juridique, culturel pour ces entreprises-là, justement pour qu'elles puissent s'installer sur le marché marocain. Mais pas seulement la CGM, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est appelé aujourd'hui à accompagner l'entreprise marocaine et le produit marocain. Je vais finir par un mais et je souhaiterais à ce que vous allez me donner l'occasion de vous répondre sur ce mais majuscule avec point d'interrogation. Pourquoi majuscule? Parce que c'est important pour moi et ça me tient à cœur en tant qu'industriel qui est passé par toutes les étapes et qui a heureusement que j'ai pu dépasser plusieurs obstacles justement pour arriver à un stade important dans mon entreprise. Et justement, comment vous pensez surmonter ces obstacles et quelles sont les recommandations que les recommandations pour la stratégie nationale qui a été mise en place, dont Madame a présenté tout à l'heure, c'est une stratégie, dans le cadre de cette stratégie qui est très importante et on ne peut pas nier que le Maroc a réalisé des réalisations et des avancées tangibles en termes d'accompagnement de l'entreprise marocaine. Mais là, peut-être que je vais répondre à mon mais tout de suite. Les programmes sont là. La stratégie est là, mais la majorité des entreprises, et là je parle particulièrement de la TPME, n'en bénéficiaient pas. C'est ça mon mais majuscule avec point d'interrogation. La TPME, elle est aujourd'hui, si vous voulez, elle galère, excusez-moi pour le terme, elle galère dans le quotidien. C'est une entreprise qui n'est pas encore structurée. Donc aujourd'hui, on est appelé à se focaliser sur le défi de la structuration de l'entreprise marocaine. Notamment, tout à l'heure, Monsieur le ministre a parlé de la main-d'œuvre, le capital immatériel. C'est très important pour l'entreprise marocaine, pour l'industrie marocaine et pour la souveraineté marocaine. Ça, c'est entre autres. Une entreprise structurée, c'est une entreprise épanouie et ne peut que donner le meilleur de elle-même. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Monsieur Harley. C'est que la sidérurgie est un marché levier capital pour l'économie marocaine, mais c'est un marché, j'ai vu récemment, qui est surcapacitaire.
avec 1 200 000 tonnes, je pense, de production annuelle. J'ai vu récemment votre dernière sortie sur les médias, mais le marché marocain reste petit pour vous. Comment justement on parle de souveraineté, mais là on a en même temps une production excédentaire? Comment vous gérez ce dilemme? Et selon vous, quels sont les obstacles que vous devez lever pour justement accompagner ce chantier de souveraineté? Alors, si vous permettez, je vais être court, hein, mais rapidement. On a parlé de la définition de la souveraineté industrielle, on a vu la stratégie, mais on n'a pas vu les préalables. Tout à fait. Et le mode opératoire. Or, les préalables, moi j'en vois 3 ou 4. La première, c'est les ressources humaines. On a un système d'éducation qui a besoin rapidement de se rattraper et de mettre nos lauréats des universités, parce que les écoles d'ingénieurs, nous n'avons pas de problème, mais les lauréats de l'université, il y a une perte terrible et on n'arrive pas à recruter des éléments de bonne qualité. Et j'espère que ce gouvernement va prendre rapidement au sérieux notre éducation. Ça, c'est le premier préalable, parce que sans ressources humaines, vous pouvez rien faire. La deuxième préalable, c'est les ressources en matière première. Notre pays n'est reconnu géologiquement que 30% du sous-sol. Donc nous avons une perdition. Ça fait des années qu'il aurait fallu généraliser l'exploration et être capable d'identifier quelles sont les matières premières que nous pouvons utiliser, que nous pouvons valoriser et qui peuvent servir aux industriels. Troisième préalable, c'est l'éthique. Nous avons un problème de corruption, de fraude, de comportement anticoncurrentiel, d'espionnage industriel. Il faut que l'État règle tous ces problèmes-là. Les industriels ne sont pas capables de faire la loi dans ce pays. Il faut absolument qu'on règle ce problème. Et enfin, le dernier préalable, c'est que nous devons être aidés pour très vite commercer avec nos frères africains. La ZLECAf dont parlait madame, nous l'attendons avec impatience pour pouvoir vendre notre rang à béton. Par exemple, je prends l'exemple du rang à béton dans des pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, où déjà nos industriels du génie civil sont présents, mais ils ne peuvent pas utiliser le rang béton marocain à cause d'une taxe de 20 à 22%. Et nous avons une capacité de production qui est de 3 millions de tonnes. Le marché marocain n'absorbe que 1,2 million. Donc nous avons la possibilité d'augmenter nos productions grâce au marché africain. Et maintenant, grâce à cette affaire d'acier vert, nous allons pouvoir pénétrer aussi le marché européen. Nous allons pouvoir pénétrer le marché nord-américain. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'acier vert que vous venez justement d'évoquer? Quelle est justement sa spécificité pour pouvoir démystifier ce concept? Alors, d'abord, c'est un acier qui va être produit totalement avec de l'énergie éolienne et solaire. Donc ça, c'est la première. Ensuite, vous avez tout un processus qu'on peut inscrire dans le développement durable de recyclage de la totalité des déchets occasionnés par la sidérurgie. Par exemple, si je vous donne le cas de Sonacide, aujourd'hui, nous avons réussi à valoriser tous les déchets, je dis bien tous les déchets de l'industrie sidérurgique. Et ça, c'est important parce que l'acier qui est produit à partir d'un minerai, il consomme 3 fois plus d'énergie que l'acier qui est consommé à partir de la ferraille. Et donc, nous autres Marocains, tous les sidérurgistes, nous sommes dans un processus qui consomme 3 fois moins d'énergie au départ, et puis avec l'électricité éolienne et le recyclage de tous les... Là-dedans, nous allons être, vous savez, dans le groupe ArcelorMittal, Sonacide des benchmarks pour tout ce qui concerne l'acier vert. Je me tourne vers vous, Madame Skrat. Justement, Monsieur Harley, il a évoqué la question des compétences. Et justement, dans votre secteur, il a évoqué justement, Monsieur Harley, la question des compétences, du capital humain. Vous êtes dans un secteur de pointe. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour retenir justement ces jeunes Marocains, ces geeks marocains, qui sont souvent appâtés par l'appel de meilleures conditions à l'étranger, de meilleurs salaires? Qu'est-ce qu'il faut justement, que fait justement l'écosystème industrie marocain pour garder ces talents marocains? Moi, je dirais tout simplement, vous savez, moi j'ai démarré dans l'industrie il y a 30 ans. J'ai démarré l'industrie en sortant des bancs d'école et donc sans aucune expérience industrielle, si ce ne sont les stages que j'avais faits dans des grandes sociétés pétrolières à l'étranger, puisque je suis de formation chimiste avec une spécialité en pétrochimie. Donc,
En fait, quand j'ai démarré dans l'industrie, et j'ai démarré sur un projet industriel innovant, inexistant pour le Maroc, et dont les consommateurs étaient à compter sur les doigts d'une seule main, avec une capacité de consommation qui était inférieure à 100 tonnes par an. Donc, on s'est focalisé. Nous avions, en fait, j'avais fait une étude de marché pour savoir que ces produits, d'abord, allaient devenir tant bien que mal et obligatoirement indispensables pour le revêtement des métaux de l'avenir. Et je voyais déjà la courbe d'évolution en Europe et dans les autres pays qui était de 40% par an, ce qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, elle est de 10% par an. Donc ça veut dire que tous les domaines naissants sont des domaines qui utilisent ces produits. Sauf que pour les utiliser, il faut aller dans la recherche, il faut aller dans le développement, il faut avoir des produits adaptés à chaque usage. Par exemple, si on voit le domaine de l'aéronautique, ils ont besoin de revêtements qui sont antistatiques, qui ont une certaine résistance électrique particulière. Donc, si on va dans le domaine du bâtiment, des gros bâtiments qui utilisent des métaux, on a besoin d'avoir des peintures qui sont anti-feu, retardateurs de flammes. On a besoin d'avoir des produits antibactériens. On a besoin. Donc, tout ça sont des domaines dans lesquels nous avons évolué. Et donc, je disais que quand j'ai démarré donc en sortant des bancs d'école, et donc ma décision était de ne jamais employer quelqu'un qui avait travaillé dans une autre boîte. Jamais employer quelqu'un qui ne sortait pas d'école. Donc tous nos employés sont des employés que nous avons recueillis à la sortie des écoles et qui avaient des compétences dont les compétences ont été augmentées par de la formation aussi bien sur les sites qu'à l'étranger. Et aujourd'hui, sont des gens qui sont avec nous depuis 30 ans, donc qui sont fidèles, ils sont heureux d'être là. Et donc, ces compétences, moi, je pense qu'il faut les cultiver. Si on va toujours à la recherche de quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a 15 années d'exercice derrière lui, on ne donnera jamais de travail aux gens qui sortent des écoles. Je le regrette. Hein. Mais est-ce que vous trouvez facilement ces jeunes talents sur le marché d'emploi marocain, ou plutôt vous les trouvez, mais il faut faire un travail de formation continue pour les mettre à niveau? Il est important. Vous savez, nous avons eu la chance, et particulièrement la chance d'avoir fait nos études à une époque où tout était peut-être un peu plus facile que maintenant. Hein. Et en même temps, on pouvait faire des stages même dans des grosses sociétés à l'étranger et en tout bien, tout honneur. Donc aujourd'hui, nos compétences marocaines, ceux qui sortent des écoles marocaines, d'abord, ils ont beaucoup de théorie, peu de pratique. Et ça, c'est malheureusement un désavantage. Mais ce désavantage, nous sommes obligés de le traduire dans notre vie de tous les jours en compétences. Donc il faut permettre à ces gens d'être formés par nous, d'être formés à l'étranger. Donc nous sommes obligés de capitaliser sur nos hommes et femmes. Nous ne pouvons pas importer de la main-d'œuvre ou importer des techniciens quand nous avons quand même un potentiel humain important au Maroc. Ce sont des gens intelligents qui ne sont peut-être pas suffisamment formés, mais il faut faire l'effort de les accompagner. Je pense que M. Karim Cheikh voudrait ajouter un petit bémol. On aimerait bien l'entendre. Oui, c'est cher. Je voudrais juste réagir par rapport à la formation du capital humain. Nous avions le même souci, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'aéronautique au Maroc, c'est 20 ans. Donc c'est une industrie qui est récente. Et nous, comme on est des grands spécialistes des logos, on avait pour la surveillance de nos marchés ce qu'on appelait les 3 M. Le premier M, c'est le Mexique pour les États-Unis, le Maroc, le deuxième M, Maroc pour l'Europe, et le troisième étant la Malaisie pour l'Asie. Après, on a inventé un autre, c'est le 3F. Ce sont les investisseurs qui viennent, ils nous demandaient avant le foncier, le financement et la formation. Les 3F,
ils ont été inversés. Aujourd'hui, le premier F, c'est la formation. Il pose la question de la formation. Alors, comment on a réglé le souci de la formation? On n'a pas entièrement réglé, mais par rapport à ce que vous dites, le côté opérationnel, etc. En 2011, on a eu un partenariat exemplaire entre l'État et la fédération, donc le GIMAS, pour avoir notre propre institut, donc qui est géré par les industriels. Les lauréats, ils sont là, ils font de l'alternance, donc 2 semaines à l'institut et 2 semaines chez l'industriel, pour le côté pratique. Ce qui fait que nous avons des lauréats, le taux d'insertion, il est à 99%. C'est-à-dire que dès qu'ils finissent leur formation, ils sont recrutés. Ça, c'est pour la base, parce que la pyramide des emplois, c'est 80% opérateurs techniciens, middle management, donc l'encadrement intermédiaire et les techniciens supérieurs, 15%, et après le top management. Donc la base, on a à moitié réglé le souci de la formation professionnelle. Il nous fallait la partie du milieu, l'encadrement intermédiaire, pour lesquels il n'y a pas de formation dédiée, à part la formation continue de nos techniciens supérieurs. On les forme pour qu'ils deviennent des cadres intermédiaires. Et des fois, ça arrive que vous perdez du coup un bon technicien supérieur et vous héritez d'un mauvais middle manager. Nous avons lancé avec l'automobile, mon ami Hakimela, un programme pour former à peu près 3000 personnes en formation continue pour les middle managers, automobile et aéronautique. Pour la partie col blanc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des conventions pour former des 100 000 techniciens et ingénieurs pour la partie ingénierie. Parce que si on veut monter en gamme, il faut que nos ingénieurs soient capables de travailler en conception, en développement. Vous savez, on parle de l'avion vert, 0 émission de carbone, horizon 2050. Si on ne forme pas cette partie-là de nos effectifs, on va être dépassé et on ramassera des miettes. Donc autant se positionner aujourd'hui sur le sujet. Voilà, c'est une expérience qui est faite. Depuis, il y a eu les IFMI à l'automobile et j'espère qu'il y en aura d'autres qui viendront se rejoindre le modèle parce que franchement, on était quelques-uns à y croire et aujourd'hui, mais il faut être tenace et tenir et ça donne des très très bons résultats. Merci Karim. Je vais me tourner vers M. Alaoui. On a parlé donc de capital humain. Mais est-ce que vous pensez qu'une préférence nationale plus poussée, notamment pour votre secteur, pourrait vous permettre une montée en cadence en termes de productivité et une montée en gamme en termes de valeur et donc accompagner ce chantier de souveraineté? Bon, préférence nationale, c'est quelque chose qui est demandé depuis très très longtemps, mais en fait, c'est à double tranchant. Préférence nationale, mais il faut absolument que ça soit au service comparable, avec des exigences qualitatives, effectivement. Il faut absolument qu'on n'essaie pas tout simplement de rester concentré sur le marché marocain. Tout à l'heure, donc mes collègues, ils ont parlé de la région, donc de l'Afrique, c'est assez important. La préférence nationale, elle va nous permettre, bien évidemment, de s'exercer, d'être prophète chez soi pour qu'on puisse effectivement aller au-delà. J'aimerais bien revenir sur la souveraineté industrielle. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, le Maroc, dans le secteur des IMM, il était souverain en termes d'industrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une désindustrialisation quand il y avait l'ouverture de l'économie nationale à celle européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc les gens, ils ont transformé l'industrie par rapport au business et au commerce. Et donc on a assisté à une augmentation d'importation et une destruction des activités. Quand on regarde un peu les courbes, et on revient depuis 1996, quand l'économie a été ouverte à l'économie européenne et quand il y a eu effectivement des signatures des accords de libre-échange, la courbe industrielle, donc des emplois industriels, elle chutait
mais la courbe des emplois dans les domaines de services ne reprenait pas le même volume. Et donc, il y a eu un abandon. Donc, aujourd'hui, c'est important de revenir parce que les ingrédients ne sont plus les mêmes. Donc, aujourd'hui, il faut absolument revenir pour réindustrialiser des secteurs qui sont indispensables. Je donne à titre d'exemple, il y a une époque où le mobilier de bureaux métalliques, on était pratiquement des leaders au niveau national et on arrosait même le continent africain. Or, quand effectivement il y a eu une perte de compétitivité et il y a eu bien évidemment un gain qui est en fait facile, enfin je dirais un gain qui était beaucoup plus sécurisé, donc il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'industrie parce qu'effectivement être un industriel ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Et en même temps il y a l'appel de la pierre. Exactement. Donc aujourd'hui notre souhait avec ces programmes de souveraineté industrielle, c'est de faire revenir ces activités. Et Dieu merci, aujourd'hui, donc il y a des programmes de substitution. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir des activités qui existaient ici et elles vont revenir. Mais sauf qu'il faut absolument qu'on essaie de ne pas faire l'erreur suivante, de servir uniquement le marché marocain. Le marché marocain, il est très important, mais il faut l'utiliser pour qu'on essaye d'avoir une position. Ismaël Akrei a fait allusion tout à l'heure à deux éléments essentiels. Le premier, c'est qu'il faut absolument qu'on ait un regard régional, c'est-à-dire il faut qu'on se prépare pour qu'on puisse avoir notre place sur le continent africain. Il faut qu'on essaie de remplir la chaise au niveau de la ZLECAf, mais il a attiré aussi l'attention sur quelque chose qui est très très important, qui est la réglementation, l'éthique. D'accord? Parce que finalement, s'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de respect des règles, il y a de l'informel, etc., c'est de l'anarchie et on ne peut pas aller trop loin. Il faut aussi savoir qu'on est observé. Aujourd'hui, le Maroc, il est dans une position, tous les astres sont alignés. Donc, ce qui fait aujourd'hui, il faut qu'on renvoie une image que nous sommes effectivement en mesure de prendre cette part de marché de la relocalisation. Il y a ce qu'on appelle la réindustrialisation, la relocalisation d'arbitrage, que cette dernière, elle nécessite la main-d'œuvre qualifiée, et Dieu merci, on en a aujourd'hui avec les écoles de spécialité. Elle nécessite une infrastructure propice, et effectivement, pour qu'on puisse attirer des activités à forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, à mon sens, la souveraineté nationale industrielle est un projet commun entre les privés et les pouvoirs publics pour qu'on puisse réussir ce challenge. Tout à fait. En même temps, il y a plusieurs aberrations, comme le fait on est l'un des plus grands producteurs d'orange, mais tout de même on importe du concentré de jus d'orange, qui est vraiment une aberration. Il faut justement mettre à ça à travers cet effort de substitution. Je me tourne, vous, monsieur Hakim Abdelmouk, c'est qu'aujourd'hui, l'automobile est le moteur, la locomotive de nos exportations et de l'industrie. Comment il tire dans son sillage les autres industries annexes et quelles sont les recommandations justement pour dupliquer ce modèle industriel? Alors, vous avez raison. Moi, je dirais que le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, on connaît un peu l'évolution, le succès de ces secteurs. Et votre question, c'est comment faire le parallèle avec les autres secteurs pour qu'ils puissent trouver la même croissance et dans le sillage de ces deux métiers mondiaux. Et je ferai un petit point sur la formation, comme l'a annoncé Karim Chir. Donc, le but est de voir quels sont les facteurs clés de succès de ces deux secteurs automobile et aéronautique qui ont réalisé à peu près 10% de croissance des exportations pendant presque 10 ans, de façon continue. Alors, moi, j'aimerais faire un parallèle. Je suis content d'être avec nos amis, par exemple, des secteurs de la métallurgie ou de la chimie, et de dire aujourd'hui, voyons-nous comme un écosystème industriel, ensemble, transverse, plutôt que d'être cloisonné, automobile toute seule, aéronautique. La différence entre l'auto, l'aéro et les autres secteurs, c'est que nous sommes partis d'une vision d'un marché. On part de constructeurs automobiles bien identifiés, ensuite la voiture décomposée en écosystème, l'intérieur, etc. Et donc le marché adressé est déjà bien identifié avec des grands donneurs d'ordre mondiaux. Renault qui était ce matin, Stellantis. Et de là, on commence à décliner une stratégie industrielle avec cette vision pour adresser ce marché.
et de manière plus compétitive. D'où les zones industrielles intégrées automobiles, Tanger, Kenitra, l'intégration profondeur, la formation adaptée, la partie formation, le partenariat public-privé qu'on a fait en l'automobile aéronautique avec l'État est extraordinaire. L'État nous a fait confiance pour qu'on puisse gérer nos propres centres de formation qui ont été un succès. Aujourd'hui, le partenariat va plus loin. Nous avons récupéré des centres de l'OFPPT pour les gérer encore afin de déployer. Est-ce que vous pensez que les nouvelles cités de métiers des compétences seront justement la réponse à cette problématique? Entre autres, je pense que c'est une nécessité. Moi, je propose que les industriels des autres secteurs puissent, comme l'automobile aéronautique, s'approprier la gestion des formations pour leur secteur et la gestion de leur centre de formation. Parce que ce sont eux qui déterminent les besoins. Donc, et là, aujourd'hui, demain, on va vers une industrie automobile qui va plus vite, qui est en mutation. On aura besoin de métiers à plus haute valeur ajoutée. Et donc, préparer ces métiers de demain. D'où l'idée que ce soit les professionnels qui gèrent. Alors, il y a également donc, les autres secteurs. Ce que je recommanderais, qu'on commence à travailler ensemble entre l'automobile, l'aéronautique, la chimie, parachimie. Je discute avec mon ami Abd Chagar, président de la fédération de la chimie parachimie. Nous avons besoin d'eux dans l'automobile. Nous avons besoin de métallurgie et inversement. Au lieu d'être cloisonné de dire chimie, la chimie se trouve dans l'automobile, l'aéronautique, se trouve dans d'autres métiers d'électroménager et inversement. Et donc, de voir une vision marché, on peut demain voir le marché, par exemple, l'électroménager qui va faire travailler et la chimie, la métallurgie, la plasturgie, le caoutchouc, etc. et travailler ensemble pour adresser ce marché. Et mettre en place à ce moment-là des zones d'activité industrielle orientées dans ce marché où les sous-traitants seront sur place parce que l'industrie de demain doit être compétitive et on ne peut plus improviser une industrie de demain en amenant des intrants d'un peu partout. On est obligé de travailler de cette manière. Comme ça a été fait pour l'automobile aéronautique, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un travail transverse et à partir de là, mettre la formation qui va adresser ces zones d'activité économique, partager les opportunités d'investissement, les systèmes de financement. Et donc, tout cela doit être imbriqué ensemble, partir d'un marché et le décliner petit à petit en amont et en même temps commencer à travailler ensemble. Je vous donne l'exemple, dans l'automobile, nous avons besoin d'activités chimiques, de revêtements de traitement de surface qui font que nous n'arrivons pas à intégrer des produits localement. On a besoin du chromage sur plastique, par exemple, c'est qu'on appelle le nickelage. On a besoin de cataphorèse, nous avons besoin encore de zingage. Tout ça, par exemple, ce sont des activités chimiques. Travailler sur certains matériaux, des composites qu'on a besoin de localiser, ce sont des activités chimiques. J'ai pris un exemple. Et donc, on a besoin de faire un écosystème transverse. Les écosystèmes, moi, je dirais qu'étaient une réussite. Maintenant, l'étape suivante est de travailler ensemble. L'amont industriel, la métallurgie, aujourd'hui, nous avons besoin de localiser des matières d'acier dédiées à l'automobile. De l'acier rond, soudable, on a besoin encore d'acier plat qui va être dédié à l'automobile avec des spécificités. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On a besoin encore de localiser de la plasturgie, les polymères. C'est en train d'être fait. Et donc, on travaille sur d'autres secteurs finalement. Et on a besoin de travailler ensemble. Donc, je pense que j'ai stimulé mon ami Karim Cheikh. Je vais lui passer le micro. Merci, c'est Hakim, pour cette réflexion. Je voudrais juste rappeler que la 3e édition d'Industry Days, on a fait le même constat de cette carence. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, je suis désolé. On n'a pas bougé dans ce sens. J'avais dit qu'il faudrait qu'au niveau fédéral, Madame parle de la peinture d'avion, mon ami Sihlouani parle de la métallurgie, etc. Et j'avais dit on gagnerait tous à nous réunir, à partager des choses entre nous, que ce soit transversal ou direct, pour qu'on puisse avancer. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'on se retrouve à la 4e édition d'Industry Days dans le même état. Et aujourd'hui, force est de constater, il n'y a qu'à... Je pense qu'elle est en train de préparer sa réponse. Oui. Il n'y a pas eu de choses flagrantes. Il n'y a pas eu de choses flagrantes. Donc, bon, on va mettre ça sur le dos du Covid.
Parce que dès que ça ne marche pas, on dit c'est le Covid. Je profite justement parce que vous m'avez stimulé. Donc je vous promets que le ministère de l'Industrie va vous réunir dès lundi. Donc vous allez recevoir les invitations, mais on aura beaucoup de travail à faire ensemble. Là, mais c'est pas grave. On travaille pendant le Ramadan. Donc on va travailler justement sur cette connexion. C'est ce qu'on appelle la connexion amont-aval. Dans l'automobile, on a fait le travail justement, et je donne l'exemple du polypropylène, qui est la matière première justement qu'on a été chercher et qu'on a connecté avec l'électroménager, et on continue à la connecter avec les autres secteurs. Juste pour finir, j'ai vu qu'il y a deux thématiques qui n'ont pas été évoquées et qui sont très très importantes pour la souveraineté. C'est l'ingénierie et l'innovation. Donc on compte vraiment sur tous les métiers pour continuer justement à travailler sur ces deux thématiques très importantes pour développer la souveraineté nationale. Merci. Ouais. Oui, Alice. Rebondir par rapport à un point qui est très important pour le volet formation. Aujourd'hui, on parle souveraineté nationale, souveraineté marocaine. Notre richesse au niveau du Maroc, c'est le capital humain. Mais c'est un capital malheureusement non qualifié. Et là, mes collègues, ma consoeur et mes confrères ont parlé de la formation professionnelle, l'amélioration de la formation et l'amélioration de la main-d'œuvre. Mais je pense que tout le monde parle de la formation des personnes ou bien de la main-d'œuvre diplômée. Sachant qu'il y a un nombre très important de Marocains qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et je parle par connaissance de choses. Moi, je suis issue d'un secteur industriel. Moi, j'opère dans l'industrie métallurgique et mécanique. On reçoit des personnes qui n'ont ni formation, ni diplôme. Vraiment, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir quelque chose dans la main. Donc, on est obligé en tant qu'entreprise d'investir pour former ces gens-là, pour les adapter avec notre secteur d'activité. Maintenant, c'est un point que j'ai évoqué déjà, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec Madame la directrice générale de l'OFPBT, c'est par rapport aux obstacles. Il faut lever les barrières pour la formation. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, je parle des EMME, sous le contrôle de M. Helwani, mon collègue, on a des compétences extraordinaires qui n'ont jamais eu de diplôme, mais ils ont pu avoir une qualification extraordinaire dans ces secteurs. Moi, je parle de mon secteur et je pense que c'est le cas de plusieurs secteurs d'activité. Ça, c'est un point très important. C'est avec ces personnes-là, c'est avec la TPME qu'on va mener et qu'on va faire la bataille au niveau national et au niveau international pour les exportations. Merci, Madame Ala. Oui, Monsieur Cheikh. Je voudrais répondre à Madame Ala, oui, donc ça va être un ping-pong entre nous. La partie recherche et innovation. Depuis des années, au niveau de la CGEM, on demande tous les ans dans le plan de la loi de finances qu'il y ait un crédit impôt recherche. Mon ami Siasmel Ferdaous connaît bien le sujet et à chaque fois, ça a été décalé, on y arrivera. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, on a une ouverture qui est extraordinaire. C'est qu'on peut avoir des aides directes sur notre programme de R&D et d'innovation. Donc c'est un programme qui va être lancé très rapidement. Donc avis à la population qui ont des projets de R&D et d'innovation de venir rejoindre, parce qu'il faut, avant d'arriver au crédit impôt recherche, il faut qu'on monte notre capacité à innover, à faire de la recherche technologique, avoir les ressources qui vont bien pour qu'on puisse produire, breveter, industrialiser et investir. C'est le circuit virtueux et on se doit de le faire. Et comme ça, on a bouclé la boucle. La formation professionnelle, les managers, les ingénieurs, la recherche et développement, la complémentarité entre les fédérations. On a fait le tour de la question. Je ne sais pas s'il manque. Il y a juste. Je pense que Mme Sqat voudrait ajouter un autre point. Je voudrais rajouter un point. J'ai dit tout à l'heure que j'ai un problème avec le mot souveraineté, même si l'étymologie a été donnée. J'ai un problème avec un autre mot. Protectionnisme qui est la résilience. Résilience. Moi, je deviens, bon, on l'a dit pendant la pandémie, mais je deviens sourd
Alors je me dis, c'est peut-être mon âge qui fait que je suis étanche à ce mot. C'était bien pendant la pandémie, il fallait qu'on soit résilient. Mais maintenant, je suis sûr que ce n'est pas pour mon âge, dès que j'entends innovation, développement, recherche et technologie, mes oreilles s'ouvrent. Donc, arrêtons de parler de la résilience, ça veut dire qu'on est très fragile. Alors qu'il y a des secteurs, bon, il y a des secteurs, je suis désolé, qui sont fragiles, mais d'autres qui fonctionnent plutôt bien. Donc, ayons la niaque pour le développement, et je suis sûr que les prochaines années nous ferons du bien avec tout ce qu'on se dit là. Mais il ne faut pas qu'on attende la 5e édition et on va retrouver à nous dire la même chose. En tout cas, vous avez rendez-vous ce lundi, 3e jour de Ramadan, et donc je vous souhaite bon courage. Dernière réaction de Madame Schat, avant justement de clore ce débat. Malheureusement, on a largement dépassé le temps qui est imparti et qui est consacré à ce débat. En fait, je voulais juste revenir à ce qu'a dit Mme Alaoui pour l'innovation. Tous les programmes d'innovation ou encourageant l'innovation se traduisent par un parcours de combattant. De telle sorte que quand nous voulons faire innover, eh bien, nous le faisons à notre dépens et nous le faisons à travers des laboratoires spécialisés, malheureusement, à l'étranger. Par exemple, pour notre part, quand on a voulu développer les peintures antibactériennes, on a dû avoir recours à des laboratoires anglais pour nous certifier, parce que c'est eux qui disposaient des bactéries suffisantes, etc., et autorisés à faire ce genre de travail. Quand on a voulu faire des peintures anti-flammes ou retardateurs de flammes par timing contrôlé, on l'a fait avec des laboratoires américains. Donc, l'innovation au Maroc est très compliquée. Madame, est-ce que vous ne pensez pas que pour scaler, aller rapidement, aujourd'hui les grands leaders comme vous doivent racheter des startups au Maroc? Parce qu'au Maroc, vous ne le faites pas ou on ne le fait pas. Plus les entreprises, elles investissent dans le capital ou donnent des aides, mais ne rachètent pas ces startups qui accélèrent leur transformation digitale. Vous savez, nous avons peut-être un des laboratoires les plus développés en matière de revêtement de métaux sur le plan national. Et ce laboratoire, nous le mettons à la disposition de nos clients, parce que souvent, eux-mêmes doivent pouvoir donner des certificats pour pouvoir prétendre utiliser adroitement les produits et avoir des marchés, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a déjà un travail de fait. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit peut-être Serlouani tout à l'heure par rapport à la libéralisation de marché et aux accords de libre-échange. Les accords de libre-échange signés par le Maroc ont fait beaucoup de tort au Maroc. Et vous avez si bien dit tout à l'heure en disant est-ce que le protectionnisme, je ne sais pas comment vous avez utilisé le terme exact, pas protectionnisme, mais vous avez la préférence nationale. Nationale, tout à fait. Ben, vous savez, la préférence nationale, quand on parlait de préférence nationale avant les années 2020, ça sonnait très mal dans les oreilles de nos gouvernants et de nos ministres, y compris le ministre de l'Industrie. Ce n'est qu'à partir de l'année 2020, quand il a vu la décadence totale et que les gens étaient en train de se casser les reins et de fermer leurs portes, qu'ils ont fait quelques efforts, maladroits d'ailleurs, vis-à-vis de certains accords comme celui avec la Turquie, etc. Alors, aujourd'hui, avec les événements que nous vivons, la conjoncture internationale, pas la préférence nationale, je dirais le protectionnisme est revenu à la mode dans des pays beaucoup plus forts que nous, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne et partout ailleurs. Donc, on dirait que vis-à-vis de cette expression, on veut donner la préférence à nos produits, alors que c'est tout à fait légitime. Et la survie aujourd'hui de nos entreprises, c'est de donner la préférence à la production nationale. Parallèlement, je voudrais profiter et fermer
je voudrais profiter juste par rapport à la souveraineté. Si aujourd'hui, je suis aussi réfractaire d'ailleurs que mon ami par rapport à la résilience, qui est une expression typique à la métallurgie, d'accord, et qui est un essai mécanique en métallurgie et que nous avons adopté et mis à la mode au Maroc, et on parle de résilience à gauche et à droite. Alors résilience veut dire résister à tout, résister à la cassure. Eh bien, malheureusement, on voit que si les entreprises ferment, c'est qu'ils se cassent les reins. Et donc, par conséquent, ils ne sont pas résilients. Alors, pour qu'on le devienne, moi, j'inviterai le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, d'abord à réfléchir sur cette affaire de protectionnisme. Je l'appelle comme ça, et sans aucune gêne ni aucune honte. Hein, et aussi de veiller, parce que le discours de Sa Majesté à l'ouverture du Parlement n'a pas parlé que de souveraineté. Il a parlé de la mise en place d'un organisme qui doit réfléchir et veiller de manière continue à ce que cette souveraineté minimale que nous avons soit maintenue. Et donc, pour ce faire, moi je voudrais demander au ministère de réunir et d'analyser secteur par secteur leurs problématiques actuelles. Quels sont les facteurs qui vont les faire disparaître dans quelques semaines? Je dis bien dans quelques semaines. Et de les accompagner, parce que sinon, nous finirons très mal l'année 2022. Et je vous remercie. Merci à vous, Madame Scrat, pour votre franchise. Merci à tous les panélistes pour votre engagement, votre franchise et justement ces pistes de propositions pour justement, je dirais pas souveraineté, mais pour justement développer notre tissu industriel. On peut dire souveraineté parce que c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est possible. On va pouvoir le faire, on va travailler, on va réparer la panne de confiance qui s'est installée. Aujourd'hui, il y a une panne de confiance, et là je rejoins Madame Zakia. On a honte de dire qu'on parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, on n'a pas confiance en notre produit. Aujourd'hui, on est appelés tous à réparer cette panne de confiance qui s'est installée. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre présence avec nous aujourd'hui. Madame, messieurs, merci de bien vouloir applaudir nos panélistes aujourd'hui pour cette premier round concernant la souveraineté industrielle du Royaume.